sont à relativiser en fonction du contexte de leur émission ou de la gravure de ces documents. Et il montre, d'une façon incontestable, que pendant tout le IIe siècle, le légat impérial qui avait à commander aux soldats et aux unités qui accompagnaient la Légion était véritablement reconnu comme un légat de la province d'Africa. Mais quelle province d'Africa? En effet, on ne peut pas ne pas être frappé par la fréquence des interventions de ces légats impériaux dans des domaines qui concernent l'empreinte de la domination romaine. La structuration de l'espace en rapport avec la vie des peuples ou l'organisation des cités, c'est-à-dire la géographie administrative, la mise en place d'un réseau routier dont on sait qu'il fut un des moyens de saisie de l'espace provincial. Et la documentation la plus riche en la matière appartient à l'époque flavienne, puis au début de la période antonine, c'est-à-dire principalement les principats de Nerva et de Trajan, 97, 117 et 117, 138. Hans-Georg Flohr avait observé que les interventions relatives aux délimitations de territoire s'étaient produites à la fois dans des zones qui, plus tard, relevèrent de l'autorité du gouverneur de l'unité et dans des zones qui restèrent sous l'autorité du proconsul d'Afrique. La période de ces interventions semblerait s'achever vers la fin du principat de Trajan, donc vers 117. En effet, l'organisation du territoire des musulmans, et je vous renvoie à la carte et au tracé par des tirets assez longs, par des traits en rouge de ce territoire des musulmans, l'organisation de ce territoire qui effectivement couvre les deux provinces plus tardives s'effectue entre 102 et 103, les premiers témoignages, et puis 117, 119 environ. C'est donc dans le territoire du royaume ami, de l'ancien royaume ami et allié, que se produisent ces interventions, et elles marquent donc un espace qui n'a été agrégé à la province d'Afrique qu'à partir du moment de l'annexion de ce royaume par César au moment des guerres civiles. Et peut-être faut-il, en fonction de ces remarques, revenir sur le tracé de la Fossa Regia, qui fut remis à l'honneur par l'action de deux représentants de l'empereur en 74 après Jésus-Christ. Et parmi ces deux représentants, il y avait le légat impérial dirigeant, commandant la Légion et l'armée d'Afrique. Cette remise en place du tracé de la Fossa Regia est une limite que ne franchissent plus les interventions des légats impériaux postérieurement à Vespasien, hormis en ce qui concerne l'aménagement des routes dans une seule occasion sous Adrien en 123, lorsqu'est aménagée la grande route entre Carthage, Théveste et au-delà vers Lambèse. Et c'est donc à l'ouest de ce territoire que toutes les interventions attestées par l'épigraphie se concentrent. Quelle est donc, peut-être, une des significations à donner à la remise en honneur de ce tracé ancien qui remontait à la fondation de la province et à la volonté de Scipion Émilien? C'est peut-être ce n'est pas, je crois, le tracé d'une limite qui sépare la sphère de compétence du proconsul et du légat, car la sphère de compétence du proconsul est coextensive à la provincia africa. C'est peut-être plutôt une limite
au-delà de laquelle le prince s'interdit d'intervenir par l'action de son représentant le plus direct, le légat. Et donc, on construit ainsi un territoire qui est totalement dans les mains du proconsul à l'est, qui reste aussi dans la compétence du proconsul à l'ouest, et on a des preuves de l'activité du proconsul à l'ouest de ce territoire, mais c'est aussi un territoire dans lequel le prince se donne une certaine liberté d'action par les ordres qu'il peut donner ou les missions qu'il peut confier à son légat présent à Tébeste et puis à Lambèse. Donc le tracé de cette limite ne signifie pas que les tâches du proconsul et des légats qui l'accompagnaient s'interrompaient à la Fossa Regia. Elle ne vient pas poser en principe une restriction spatiale à l'action du proconsul dans la province, et par exemple, on trouve trace de l'action du proconsul d'Afrique et d'un légat à Tubursicum Numidarum. C'est un des points marqués par une croix noire entre les deux limites que j'ai indiquées, vers 113, et on retrouve un peu plus tard, dans la même cité, à l'époque de Marc Aurèle, donc entre 160 et 161 et 180, la trace de l'action du parent Septime Sévère, et le Septime Sévère, le futur empereur, son légat. Il y avait donc une zone qui était encore à la disposition du proconsul d'Afrique et de ses légats, et par où il pouvait passer. À la matière, les témoignages sur l'existence d'une région, ou dioékésis, d'Hippone, sont intéressants à suivre. Et on peut estimer qu'à partir de l'attestation d'une régio ou dioékésis de Carthage, on doit envisager à proximité l'existence d'une régio d'Hippone bien définie. La date est celle de l'année 123, et elle apporte, je crois, une délimitation supplémentaire dans cet espace qui est tracé en un petit trait discontinu rouge. Et donc on voit peut-être progressivement se rétracter la zone dans laquelle serait confinée l'action du légat impérial, mais il existe dans le IIe siècle, dans le courant du IIe siècle, des traces du chevauchement au-delà de cette limite, dans ce qu'on appelle la Numidie proconsulaire, l'arrière-pays d'Hippone, la région de Calama et de Tiburcicul Numida. En quelque sorte, nous voyons que progressivement se construit l'espace provincial qui va se concrétiser au début du IIIe siècle par l'apparition d'une province de Numidie, qui est le moment où précisément la distinction territoriale sera nette et les sphères de compétences seront bien dessinées. À l'intérieur de cet espace, qui se rétrécit progressivement vers l'ouest, il faut maintenant distinguer entre le nord et le sud. Je vais aller assez vite pour aller vers la conclusion. Les documents sur l'activité des légats impériaux sont surtout des documents épigraphiques, mais ils montrent une diversité de l'application des responsabilités. Nous avons des attestations de leurs interventions dans les grandes villes, surtout dans les grandes cités, Tingad au sud, les agglomérations de vétérans, Diana Veteranorum, Vereconda, et puis dans les grandes cités du nord, d'abord la grande confédération syrtienne, et Syrta la capitale, et puis Cuc. Ce sont des documents qui montrent sans aucun doute que les légats impériaux parcourent la province aussi bien vers le centre que vers le nord. Mais ce sont des inscriptions qui montreraient plutôt des échanges de pratiques symboliques entre les autorités et ces représentants de l'autorité impériale. Participation à des dédicaces de monuments, hommages comme patron. Ce qui est plus intéressant,
c'est en 161 l'activité d'un légat qui est attesté en plusieurs points de la région et qui se traduit par, dans les textes bibliographiques, par la mention de décisions d'ordre administratif ex iussu, ex auctoritate. C'est-à-dire qu'il y a eu une activité réglementaire qui correspond peut-être, alors qui correspond certainement à la remise en ordre des finances de ces cités et à l'obligation imposée par le légat de l'accomplissement des promesses des donateurs ou des émergents. Quelques années plus tard, en 181, on a l'attestation d'un premier curateur de cité à Cirta. C'est le signe que le prince a pris lui-même en main la remise en ordre des finances locales, mais peut-être que le prince n'a pas voulu que le légat, que son représentant sur place, soit trop absorbé par ces tâches qu'il aurait détournées de ses obligations militaires dans la zone méridionale. À la fois, il y a phénomène d'intégration, mais aussi distinction bien établie entre la hiérarchie des tâches que doit exercer ce personnage, et elle le pousse plutôt vers le sud que vers le nord. Et je rappellerai que près d'un siècle plus tard, en 251-253, c'est aussi un sénateur d'un rang élevé qui est connu comme curateur de Cirta. Comme s'il fallait ne pas trop absorber l'activité du légat impérial dans ces tâches qui mettent trop en contact l'autorité avec la vie des cités et avec leurs notables. C'est donc plutôt vers le sud que s'exercent les activités de ces représentants du prince. L'inspection des fortifications, l'entretien des routes, bref, l'attention au système défensif et au dispositif militaire. Et si donc au milieu du IIe siècle, au milieu du IIIe siècle, on voit le prince désigner un curateur de cité d'un haut rang à Cirta, en revanche, à la fin du IIIe siècle, au-delà de l'Aurès, dans la petite cité qui s'est développée autour du campement d'Almagorès, c'est la cité des 1025, il nomme, du moins, il fait nommer par le légat lui-même un curateur de cité. C'est ainsi qu'on a pu, avec Pierre Morisot et moi-même, tous les deux, nous avons pu reprendre et interpréter deux inscriptions de cette petite cité du bord du désert et montrer que, en 287, le tribun qui commandait l'unité militaire stationnée dans le camp proche avait reçu de la part de son supérieur, le légat de Némidie, eh bien, la mission de remettre en ordre les finances de la cité et surtout d'imposer l'application d'une promesse énergétique formulée quelques années plus tôt. Il y avait eu, et le texte de l'inscription reprend verbalement ce que l'on trouve dans les textes juridiques du digeste. Il reprend le contenu de la décision, justifiant la décision administrative. Il y a un rapprochement très fort entre le texte juridique et le texte juridique, et l'on voit que le gouverneur, là, agit comme autorité supérieure du curateur de cité. C'est un de ses subordonnés, il est présent par l'intermédiaire de son subordonné, alors que dans le nord de la province, maintenant, eh bien, c'est plutôt, quand il y a des problèmes financiers à Cirta, une autorité extérieure, un sénateur de haut rang qui est désigné. On va donc esquisser, et je termine, l'opposition dans les activités de cette autorité impériale. On va donc esquisser l'opposition entre le nord et le sud de la province, et en quelque sorte, on va se préfigurer la distinction qui existera pendant quelques années au début du règne de Dioclétien, à la fin du règne de Dioclétien, entre la Numidie cirtienne
et la limite militaire de régions au faciès urbain et, disons, à la vie officielle quelque peu contrastée. Je vous remercie.